Le crachat atteignit le visage de Jasmine au moment exact où elle franchissait le portail de l'école. Chaud, visqueux, chargé de haine. Elle s'arrêta. Ne se retourna pas. Ne s'essuya pas. Elle sentit simplement le liquide couler sur sa joue, tandis que des rires résonnaient derrière elle. La voix de Bruno fendit l'air comme une lame rouillée. « Retourne à l'esclavage, espèce de... » Les mots qui suivirent étaient du poison pur. Jasmine ferma les yeux pendant 3 secondes. Elle respira. Lorsqu'elle les rouvrit, elle continua à avancer. Chaque pas était une déclaration silencieuse de guerre. Le couloir principal du collège d'État Jardim das Palmeiras s'ouvrit devant elle comme un champ miné. Des dizaines de regards observaient. Aucune bouche ne bougeait pour la défendre. Ce n'était pas la première fois. Et ce ne serait pas la dernière. Jasmine Morgan avait 16 ans et portait sur ses épaules un poids qu'aucun adolescent ne devrait porter. Fille unique de David Morgan, elle avait grandi en entendant que l'éducation était le seul héritage que personne ne pourrait voler. Elle y croyait. Elle étudiait tard le soir, maintenait des notes impeccables, rêvait d'universités lointaines. Mais depuis 4 mois, aller à l'école était devenu un exercice quotidien de survie. Bruno Calado était le genre de garçon que la vie récompensait sans raison apparente. Grand, athlétique, populaire. Fils de parents influents. Capitaine de l'équipe de basket. Sortait avec la fille la plus belle de l'école. Il avait tout, sauf la décence. Et depuis le jour où Jasmine avait refusé de lui prêter les réponses d'un examen, il en avait fait sa cible favorite. Cela avait commencé par des billets anonymes. Puis vinrent les insultes dans les couloirs. Ensuite, les réseaux sociaux explosèrent avec des montages grotesques. Maintenant, la violence était devenue physique. Poussées déguisées. Chutes intentionnelles. Et ce crachat qui brûlait encore sa peau. Jasmine entra dans les toilettes des filles. Elle se verrouilla dans une cabine. Ce n'est qu'alors qu'elle laissa tomber ses larmes. Mais même en pleurant, elle ne fit aucun bruit. Elle avait appris à pleurer en silence, car crier de douleur, c'était donner à Bruno exactement ce qu'il voulait. Lorsqu'elle s'essuya enfin le visage et sortit, elle trouva Émilie Rochat appuyée sur le lavabo. La fille aux lunettes épaisses et aux cheveux bruns détourna rapidement le regard. Elle se connaissait depuis l'école primaire, mais Émilie avait toujours été du genre à préférer rester invisible. Jasmine passa devant elle sans rien dire. Elle n'attendait aucune solidarité. Personne ne voulait être la prochaine victime de Bruno. Le premier cours était l'histoire avec Madame Patel. La professeure, une femme d'origine indienne enseignée depuis 20 ans, remarqua le silence lourd de Jasmine. Elle remarqua aussi le sourire arrogant de Bruno, assis au fond de la salle. Mais comme beaucoup d'autres éducateurs, Madame Patel choisit de faire semblant de ne pas voir. Il était plus facile de maintenir la paix que d'affronter la tempête. Pendant la récréation, Jasmine se réfugia à la bibliothèque. C'était son sanctuaire. Entre des étagères poussiéreuses et de vieux livres, elle pouvait respirer. Mais même là, Bruno la trouva. Il entra accompagné de 2 amis, occupant l'espace avec une présence envahissante. « Regardez qui est là », dit-il trop fort pour un lieu de lecture. La petite princesse qui se croit meilleure que tout le monde. Jasmine ne leva pas les yeux de son cahier. Elle continua à écrire comme s'il n'existait pas. Cette indifférence exaspérait Bruno plus que n'importe quelle réponse. Il s'approcha, renversa brusquement les livres sur la table. Le bruit fit lever la bibliothécaire, mais elle se contenta de soupirer et retourna à son ordinateur. « Tu ne m'ignores pas », grogna Bruno en se penchant sur la table. « C'est moi qui commande dans cette école. Et toi, tu n'es rien. » Jasmine leva enfin le visage. Ses yeux rencontrèrent les siens sans peur, sans colère, juste avec un calme perturbant. Elle ne prononça pas un mot. Elle le fixa simplement comme si elle mémorisait chaque trait de ce visage. Comme si elle gravait ce moment pour toujours. Bruno recula, mal à l'aise face à ce regard. Il quitta la bibliothèque en trébuchant, essayant de dissimuler sa confusion par des rires vides. Lorsque Jasmine rentra chez elle cet après-midi-là, elle trouva la porte verrouillée. Son père était encore au travail. David Morgan était un homme de peu de mots et de nombreux secrets. Jasmine savait qu'il travaillait pour le gouvernement, quelque chose lié aux enquêtes, mais les détails étaient toujours vagues. Il voyageait souvent, revenait fatigué, mais trouvait toujours le temps de dîner avec elle. Ce soir-là, alors qu'il mangeait des pâtes maison, David remarqua quelque chose de différent. Ce n'était pas seulement les ecchymoses à peine dissimulées sous les manches longues. C'était le silence lourd qui planait sur sa fille comme un nuage d'orage. « Quelque chose à l'école ?» demanda-t-il d'une voix calme, de quelqu'un qui a déjà interrogé des criminels dangereux. « Rien que je ne puisse gérer », répondit Jasmine en forçant un sourire.
Mais David Morgan n'était pas devenu agent fédéral en croyant au sourire forcé. Il connaissait sa fille. Il savait quand elle mentait. Et cette nuit-là, pendant que Jasmine dormait, il ouvrit son ordinateur portable et commença une enquête qui allait tout changer. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre le déroulement de ce voyage de justice et de transformation. Le lundi arriva avec une pluie battante, mais même l'orage n'empêcha pas Bruno Calado de garer son pick-up importé juste devant l'entrée principale. Il descendit du véhicule avec l'arrogance de celui qui sait que les règles ne s'appliquent pas à lui. Son père, Roberto Calado, possédait 3 concessions dans la région et était le principal financeur des rénovations de l'école. L'argent achetait le silence. Et Bruno avait appris cette leçon très tôt. Jasmine arriva en bus, trempée. Son sac à dos pesait sur ses épaules mouillées alors qu'elle montait les marches de l'entrée. Bruno la vit et sourit. Ce sourire qui n'atteignait pas les yeux. Il attendit qu'elle soit assez proche pour entendre. « Et tout le monde !» cria-t-il dans le couloir bondé. « Faites attention de ne pas attraper de maladie. Celle-là vient juste des égouts. » Les rires fusèrent instantanément. Mécanique. Certains riaient par peur de devenir la prochaine cible. D'autres parce que la cruauté des autres les faisait se sentir supérieurs. Jasmine traversa le couloir la tête haute, laissant tomber de l'eau sale sur le sol fraîchement ciré. Chaque pas laissait une trace. Chaque trace rappelait qu'elle existait, même lorsqu'on essayait de l'effacer. Dans la salle de classe, les choses empirèrent. Le professeur de mathématiques, M. Oliveira, était du genre à croire que la discipline signifiait ignorer les problèmes humains. Il entra, salua la classe et commença à écrire des équations au tableau. Bruno était assis 3 rangs derrière Jasmine. Pendant tout le cours, il lança des boules de papier sur sa nuque. Petite, précise, agaçante. Quand elle se retourna enfin pour l'affronter, le professeur interrompit son explication. « Jasmine, un problème. »« Non, monsieur, » répondit-elle, se retournant de nouveau vers l'avant. Bruno murmura assez bas pour qu'elle seule entende. « Bonne fille. Tu sais quelle est ta place. » La colère bouillonnait en elle comme de l'eau dans une casserole sur le point de déborder. Mais Jasmine avait appris que la colère sans direction n'était que l'autodestruction. Elle respira profondément, nota les équations et planifia silencieusement son prochain coup. La récréation apporta une surprise. Émilie Rocha s'approcha d'elle dans la cour. La fille timide semblait lutter contre chaque instinct de fuir. Ses mains tremblaient en tenant un sandwich qu'elle ne pourrait clairement pas manger. « J'ai vu, » dit Émilie doucement, avalant presque ses mots. « J'ai vu tout ce qu'il te fait. Et moi, j'ai filmé. » Jasmine cligna des yeux, traitant l'information. « Tu as filmé quoi ?»« Hier. À la bibliothèque. Et la semaine dernière dans le couloir. Je l'ai sur mon téléphone. » Émilie regarda autour d'elle nerveusement. « Je ne sais pas quoi en faire, mais je pensais que tu devais savoir. » Avant que Jasmine ne puisse répondre, Bruno apparut comme une tempête. Il arracha le téléphone des mains d'Émilie avec une telle force que la fille cria de douleur. Ses doigts devinrent rouges là où il avait agrippé. « Quelle petite conversation intéressante !» dit Bruno en examinant l'appareil. « Vous êtes devenus amis maintenant ? Trop mignon. » Il jeta le téléphone par terre. Le verre se brisa en 1000 morceaux. Émilie tomba à genoux, essayant de rassembler les fragments avec ses mains tremblantes. Des larmes coulaient derrière ses lunettes embuées. Jasmine se pencha pour l'aider, et c'est alors que Bruno fit sa plus grande erreur. Il donna un coup de pied dans les mains de Jasmine, lui coupant le doigt sur un éclat de verre. Du sang rouge vif tacha le sol gris. « Oups !» rit Bruno. « Désolé. Je ne t'ai pas vu là-dessous. Enfin, tu es difficile à voir de toute façon. » La cour entière regardait. 30, 40 adolescents furent témoins du moment. Et tous restèrent paralysés. Le silence était complice. L'omission était violence. Jasmine se leva, enroula son doigt saignant dans le revers de sa chemise et marcha jusqu'à l'infirmerie. Émilie la suivit en sanglotant. L'infirmière, une femme fatiguée de nettoyer des blessures et de faire semblant qu'elles étaient toutes accidentelles, nettoya la coupure sans poser de questions. Jasmine savait que se plaindre serait inutile. Elle avait déjà essayé de parler à la direction 3 fois. À chaque fois, elle avait entendu des variations de la même réponse. Ce ne sont que des blagues d'adolescents. Tu dois avoir la peau plus dure. Mais pendant que l'infirmière appliquait le pansement, Jasmine prit une décision. Elle n'avait pas besoin que des adultes incompétents se battent pour elle. Elle avait ses propres ressources. Son père disait toujours que patience et stratégie l'emportaient sur la force brute. Il était temps de tester cette théorie. Cet après-midi-là, Bruno célébrait sa victoire avec ses amis à la cafétéria en face de l'école.
Il acheta des sodas pour tous, paya avec la carte de crédit illimitée que son père lui avait donnée. Il parlait fort de la façon dont il avait remis ces deux-là à leur place. Ses amis riaient, mais certains regards trahissaient un malaise. Même parmi les cruels, il y avait des limites que Bruno franchissait sans hésiter. Ce que Bruno ne savait pas, c'était qu'Émilie avait fait une sauvegarde des enregistrements. Ce qu'il n'imaginait pas, c'était que Jasmine avait déjà documenté chaque insulte, chaque agression, chaque moment d'humiliation dans un journal détaillé avec date et témoins. Ce qu'il ne pouvait jamais prévoir, c'était que David Morgan passait déjà des appels discrets, déplaçant des pièces sur un échiquier dont Bruno ignorait l'existence. Pendant ce temps, Madame Patel observait depuis la fenêtre de la salle des professeurs. Elle vit Bruno rire, vit Jasmine marcher seule jusqu'au point de bus avec le doigt bandé. Et pour la première fois en 20 ans de carrière, elle ressentit une honte profonde de sa propre lâcheté. Cette nuit-là, elle ne parvint pas à dormir. Le visage de Jasmine hantait ses pensées comme une accusation silencieuse. David Morgan se réveilla à 5 heures du matin, comme il le faisait depuis 20 ans. Il prépara un café fort, ouvrit son ordinateur portable et passa en revue les fichiers qu'il avait compilés pendant la nuit. Photos, vidéos des caméras de surveillance auxquelles il avait accédé par des voies officielles. Rapport d'incidents policiers impliquant la famille Calado qui n'avait jamais abouti à rien. Un schéma clair émergeait des ombres. Bruno n'était pas seulement un adolescent cruel. Il était le produit d'un système qui protégeait ceux qui avaient de l'argent et du pouvoir. Mais David n'était pas un père ordinaire. Il était agent fédéral spécialisé dans les crimes de haine et la discrimination systématique. Il savait exactement comment construire un dossier irréfutable. Et plus important encore, il savait comment le faire sans alerter les cibles avant le moment opportun. Jasmine descendit pour le petit déjeuner et trouva son père encore en peignoir, entouré de papiers. Il referma rapidement l'ordinateur portable à son entrée dans la cuisine. « Journée de travail difficile ?» demanda-t-elle en se servant du jus. « Juste en train de boucler quelques dossiers », répondit David en étudiant le visage de sa fille. La coupure au doigt était bandée de manière amateur. Il le remarqua, mais ne commenta pas. « Pas encore. » « Et l'école ?»« Comme toujours, » mentit Jasmine, mais cette fois avec moins de conviction. David hocha la tête, comme s'il croyait à ce mensonge. Mais quand elle partit pour prendre le bus, il passa un appel. « J'ai besoin d'un service discret, » dit-il au téléphone. « Je veux une surveillance électronique installée sur une adolescente. »« Ma fille. »« Oui, je sais à quel point cela peut paraître étrange. Mais faites-moi confiance. » À l'école, Jasmine remarqua des changements subtils. Émilie commença à s'asseoir plus près d'elle en classe. Elle ne parlait pas beaucoup, mais la simple présence était une forme de solidarité silencieuse. Pendant la récréation, Émilie lui tendit une petite clé USB cachée dans un livre emprunté. « Des sauvegardes » murmura-t-elle. « De tout. J'ai aussi sauvegardé sur le cloud, mais c'est une preuve physique. » Jasmine rangea la clé USB dans la poche intérieure de son sac à dos. Elle sentit le poids de ce petit objet comme s'il s'agissait d'une arme chargée. Parce que c'était exactement ça. Une arme réelle, prête à être utilisée au moment opportun. Bruno poursuivait sa campagne de terreur avec une créativité renouvelée. Il créa un faux compte sur les réseaux sociaux dédié uniquement à ridiculiser Jasmine. Même cruel. Montage grotesque. Commentaires qui faisaient rire ses amis jusqu'à se plier en deux. Le compte gagna rapidement des abonnés. D'autres élèves commencèrent à contribuer avec leurs propres plaisanteries venimeuses. Mais quelque chose de surprenant se produisit. Madame Patel commença à prêter une véritable attention. Elle cessa de faire semblant de ne pas voir. Elle commença à noter les comportements, à documenter les incidents, à collecter des preuves comme si elle assemblait un puzzle complexe. Un après-midi, elle invita Jasmine à discuter après la classe. « J'aurais dû faire cela il y a des mois, » dit la professeure, sa voix chargée d'un véritable regret. « Mais j'avais peur. Peur de perdre mon emploi. Peur de devenir cible moi aussi. Et cette lâcheté me fait honte. » Jasmine ne dit rien. Elle attendit simplement. « Je documente tout maintenant, » continua Madame Patel. « Chaque incident, chaque témoin. Quand le moment sera venu, tu auras mon témoignage officiel. Je te le promets. » Ce fut la première fois depuis des mois que Jasmine ressentit quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Mais elle ne laissa pas cette émotion transparaître. Elle remercia d'un hochement de tête et quitta la salle. Pendant ce temps, David Morgan faisait des mouvements stratégiques en coulisses. Il ne pouvait pas utiliser sa position officielle pour enquêter sur une affaire impliquant directement sa fille. Cela aurait été un conflit d'intérêts. Mais il connaissait des gens. Beaucoup de gens. Des commissaires, des procureurs,
des avocats spécialisés en droit civil. Il commença à construire un réseau de soutien à l'insu de Jasmine. Un après-midi, un collègue de David se présenta à l'école déguisé en parent, cherchant des informations sur les inscriptions. Il parcourut les couloirs, observa les interactions, posa des questions de manière casuale. Il vit Bruno pousser Jasmine contre les casiers pendant que les professeurs passaient sans intervenir. Il enregistra mentalement tout avec la précision d'un professionnel entraîné. « C'est pire que ce que tu as décrit », dit-il à David plus tard. « Ce n'est pas juste du harcèlement. C'est un harcèlement systématique à motivation raciale claire. Et l'école est complice par omission. » David serra les poings, mais sa voix resta calme. « Combien de temps avons-nous besoin pour monter le dossier ? 2 semaines. 3 au maximum. Mais David, quand ça éclatera, ce sera dévastateur. Pour le garçon, pour l'école, pour sa famille. Es-tu sûr ? Absolument, répondit David sans hésiter. Ma fille souffre tous les jours. Et combien d'autres enfants cette famille a-t-elle déjà détruit grâce à l'argent et aux avocats ? C'est fini. Jasmine commença à fréquenter le club de débat de l'école. C'était une activité parascolaire réduite, avec seulement 8 membres. La plupart étaient des étudiants timides qui trouvaient du courage à travers les mots. Là, Jasmine découvrit quelque chose de puissant, sa voix. Lorsqu'elle argumentait, lorsqu'elle construisait des raisonnements logiques et les défendait avec une passion contenue, elle se sentait invincible. Le professeur responsable du club, M. Torres, reconnut immédiatement le talent. « Tu as un don rare », lui dit-il après un débat particulièrement intense. « Tu transformes la douleur en éloquence. C'est révolutionnaire. » Bruno découvrit l'existence du club, et bien sûr, ne put résister. Il apparut un après-midi, interrompant une séance d'entraînement. Il s'assit au fond de la salle avec 2 amis, lançant des commentaires malveillants. Mais lorsque Jasmine commença à parler de justice sociale et de responsabilité collective, quelque chose changea dans l'atmosphère. Sa voix ne tremblait pas. Ses arguments étaient tranchants comme des scalpels. Elle regarda Bruno directement en parlant de la façon dont les lâches se cachent derrière leurs privilèges. Le silence qui suivit fut assourdissant. Bruno tenta de rire, mais le son était forcé, artificiel. Il quitta la salle 30 minutes plus tard, perturbé d'une manière qu'il ne pouvait pas nommer. Pour la première fois, il ressentit quelque chose qui ressemblait à la peur. L'explosion se produisit un jeudi pluvieux, 3 semaines après que David Morgan eut commencé son enquête silencieuse. Jasmine arriva à l'école et trouva le parking rempli de véhicules de police. Son cœur s'emballa. Il se passait quelque chose de très sérieux. À l'intérieur du bâtiment, le directeur marchait nerveusement entre 2 procureurs et un enquêteur fédéral qui n'était pas son père, mais dont les yeux portaient la même froide autorité. Bruno Calado était assis dans le bureau de direction, pâle comme un fantôme. Ses parents avaient été convoqués en urgence. Ce que Bruno ne savait pas, c'était que David Morgan avait construit un dossier fédéral parfait. Il ne s'agissait pas seulement de harcèlement scolaire. C'était un crime de haine, un harcèlement basé sur la race, et le plus dévastateur. L'enquête révéla que Bruno avait fait des menaces explicites de violence physique via des messages privés qu'il croyait supprimés. Mais rien ne disparaît complètement d'Internet lorsque des spécialistes fédéraux enquêtent. La directrice convoqua une assemblée d'urgence. Tous les élèves furent rassemblés dans l'auditorium. Le silence était lourd, chargé de peur et de curiosité. Jasmine s'assit au fond, à côté d'Émilie, qui lui serrait la main avec force. Le procureur monta sur scène. Il ne sourit pas. Il n'adoucit pas ses mots. Au cours des dernières semaines, notre équipe a enquêté sur des plaintes graves concernant une discrimination raciale systématique dans cet établissement. Ce que nous avons découvert est inacceptable dans toute société civilisée. Il activa un projecteur. La première image montrait les messages de Bruno. Des insultes raciales explicites. Des menaces de violence. Une coordination avec d'autres élèves pour rendre la vie de Jasmine infernale. Chaque mot projeté sur l'écran géant était une confession publique de haine. Les élèves commencèrent à chuchoter. Certains semblaient choqués. D'autres, honteux d'avoir participé, même passivement. Bruno tenta de se lever, mais l'enquêteur à ses côtés le maintint, assis avec un regard qui ne permettait aucune discussion. De plus, poursuivit le procureur, nous avons trouvé des preuves que l'administration scolaire avait été notifiée à plusieurs reprises de ces incidents et avait choisi de ne pas agir. Cela constitue une négligence institutionnelle. Le directeur pâlit. Sa carrière de 30 ans s'effondrait sous ses yeux. Madame Patel, assise au premier rang des enseignants, ferma les yeux. Elle avait fourni son témoignage détaillé 3 jours auparavant. Elle savait que cela lui coûterait sa relation avec ses collègues, mais pour la première fois depuis des années,
Elle pouvait dormir la nuit. Alors vint le moment qui changea tout. Émilie Rochat fut appelée sur scène. La fille timide qui ne levait jamais la main en classe marcha avec des jambes tremblantes, mais arriva jusqu'au micro. Sa voix sortit faible au début, mais prit de la force à chaque mot. J'ai tout enregistré. Chaque insulte. Chaque agression. J'ai fait des sauvegardes parce que je savais qu'il essaierait de détruire les preuves. Et il a essayé. Il a cassé mon téléphone. Mais les preuves étaient déjà en sécurité. L'auditorium explosa en murmures. Bruno se leva, criant que c'était un coup monté, que son père réglerait tout, qu'il avait des avocats coûteux. Mais ses mots sonnaient creux, désespérés. L'enquêteur le raccompagna dehors pendant qu'il criait des menaces vaines. Roberto Calado arriva 15 minutes plus tard avec 3 avocats. Il entra dans le bureau de direction, exigeant des explications, menaçant de poursuites, disant qu'il ferait perdre leur emploi à tout le monde. Mais lorsque le procureur montra les preuves fédérales, lorsqu'il expliqua que le dossier était déjà officialisé et que l'argent n'achèterait pas cette fois la sortie, l'homme d'affaires s'effondra dans la chaise. Toute son arrogance disparut, remplacée par une terreur réelle des conséquences. Jasmine fut invitée à témoigner officiellement. Elle entra dans la salle où se trouvaient les enquêteurs et vit son père pour la première fois depuis 3 jours. David s'était volontairement tenu à distance pour ne pas compromettre le dossier. Mais maintenant, avec tout documenté et officialisé, il pouvait être là en tant que père, et non comme agent. « Tu savais tout le temps », dit Jasmine, non pas comme une question, mais comme une constatation. J'ai senti que quelque chose n'allait pas. Alors j'ai enquêté. Et j'ai découvert un schéma de comportement criminel qui va au-delà de toi. Bruno a fait cela à d'autres élèves ces 2 dernières années. Tous ont renoncé à dénoncer parce que l'école le protégeait. Mais c'est fini. Jasmine sentit des larmes chaudes couler. Pas de tristesse, mais quelque chose qui ressemblait à un soulagement mêlé à la colère accumulée enfin libérée. Son père la serra dans ses bras, tandis qu'elle pleurait des années de douleur contenue. Dehors, les élèves parlaient en groupe. Le faux compte sur les réseaux sociaux qui ridiculisait Jasmine avait été retracé. 10 élèves avaient contribué au contenu. Tous seraient tenus responsables. Certains parents étaient déjà contactés. Le scandale se propageait comme un feu dans une forêt sèche. Bruno fut suspendu immédiatement, faisant face à un procès criminel pour crime de haine et menaces. Ses amis les plus proches feraient l'objet de sanctions disciplinaires sévères. Le directeur fut mis à l'écart tandis qu'un audit complet de la gestion scolaire était lancé. L'école, qui avait longtemps opéré dans le silence complice, était maintenant sous un examen public impitoyable. Lorsque Jasmine sortit du bâtiment cet après-midi-là, des dizaines d'élèves l'attendaient. Certains s'excusèrent d'être restés silencieux. D'autres offrirent simplement des accolades. Émilie était là, avec de nouvelles lunettes et un sourire timide qui illuminait son visage. Madame Patel aussi, portant un dossier rempli de documents prouvant des années de plaintes ignorées par l'administration. La justice n'était pas seulement un mot abstrait. C'était ce moment, ces personnes, cette vérité enfin exposée à la lumière implacable du jour. 3 mois plus tard, le collège d'État Jardim das Palmeiras était méconnaissable. Pas physiquement, mais dans son essence. La nouvelle directrice, une femme noire titulaire d'un doctorat en éducation inclusive, avait mis en place des protocoles stricts contre la discrimination. Des affiches sur le respect et la diversité couvraient les murs. Mais plus important que les affiches, il y avait les conversations honnêtes qui avaient désormais lieu dans les salles de classe. Jasmine Morgan parcourait les couloirs la tête haute, mais cette fois, ce n'était pas seulement une résistance silencieuse. C'était une confiance véritable. Elle avait été élue présidente du conseil des élèves à une majorité écrasante. Sa campagne ne promettait pas de meilleures fêtes ni de récréation plus longues. Elle promettait une voix à ceux qui avaient toujours été réduits au silence. Et les étudiants avaient répondu. Le club de débat avait triplé de taille. Jasmine dirigeait les réunions hebdomadaires où des sujets difficiles étaient discutés ouvertement. Racisme, préjugés, responsabilité collective. Monsieur Torres observait avec fierté sa protégée transformer la douleur en but. Elle avait trouvé sa vocation, utiliser les mots comme outil de transformation. Émilie Rochat avait également changé. La fille timide qui se cachait auparavant derrière des livres coordonnait désormais un projet de documentation étudiante. Elle enseignait aux autres élèves comment enregistrer les injustices, préserver les preuves et ne pas rester silencieux lorsqu'ils étaient témoins de violence. Son téléphone cassé était devenu un symbole de résistance, exposé dans une vitrine de la bibliothèque avec une plaque. Le courage commence lorsque nous décidons de voir. Madame Patel subit des conséquences pour avoir été passive si longtemps. Elle accepta de rétrograder de professeur titulaire à assistante pour un semestre, utilisant ce temps pour étudier l'éducation antiraciste.
Son témoignage détaillé permit de poursuivre non seulement Braunau, mais toute la structure administrative qui avait permis la terreur. Elle porterait cette culpabilité pour toujours, mais canalisait désormais son regret en actions concrètes. Bruno Calado ne revint jamais dans cette école. Il fut transféré dans un établissement privé éloigné, où personne ne connaissait son histoire. Mais Internet n'oublie pas. Son nom resta associé au mot « crime de haine » dans les recherches en ligne. Les universités refusèrent sa candidature. Ses amis disparurent. Il dut accomplir 700 heures de service communautaire dans des organisations de lutte contre le racisme, où il fut forcé d'écouter des histoires de personnes ayant subi exactement le type de violence qu'il infligeait. Roberto Calado, son père, vit l'empire familial s'effondrer. Les clients annulèrent des contrats. Les marques prirent leur distance. L'argent qui avait toujours acheté le silence ne put acheter la rédemption. Il fut contraint de vendre 2 des 3 concessions pour payer des accords judiciaires avec d'autres familles que Bruno avait tourmentées au fil des ans. La famille apprit de la manière la plus douloureuse que le privilège sans responsabilité est un château de sable attendant la marée. David Morgan reprit son travail normal, mais maintenait des déjeuners hebdomadaires avec Jasmine. Il parlait de justice, de quand lutter et de quand attendre le bon moment. Il enseignait que la force n'est pas de crier plus fort, mais de savoir quand rester stratégiquement silencieux et quand faire entendre sa voix dans le monde entier. « Tu m'as appris quelque chose aussi », dit David lors d'un de ses déjeuners. « J'ai passé des années à enquêter sur des crimes systémiques, mais je n'ai pas vu ce qui se passait sous mon propre toit. Tu as tenu bon toute seule pendant longtemps. » « Je n'étais pas seule, » répondit Jasmine. Émilie voyait. Tu préparais le terrain. Même Madame Patel luttait contre sa propre lâcheté. Personne ne lutte vraiment seul. Parfois, ça ne semble pas être le cas. L'école organisa une conférence sur la discrimination raciale. Jasmine fut invitée à parler. Elle monta sur la scène du même auditorium où les preuves contre Bruno avaient été exposées. 300 étudiants l'écoutaient. Certains avec curiosité, d'autres avec respect, tous attentifs. « Je ne suis pas spéciale », commença Jasmine, et sa voix résonna clairement dans l'espace. « Je suis juste une fille qui a refusé d'accepter que la haine soit normale. Beaucoup d'entre vous sont restés silencieux quand j'avais besoin de soutien. Certains ont ri des blagues cruelles. D'autres ont simplement détourné le regard. Et cela a fait aussi mal que les insultes directes. » L'auditorium resta inconfortablement silencieux. Mais je comprends. La peur est réelle. Personne ne veut être la prochaine cible. Cependant, chaque fois que nous choisissons le silence face à l'injustice, nous devenons complices. Et cela nous ronge de l'intérieur. Émilie a choisi le courage. Madame Patel a choisi le regret actif. Mon père a choisi d'utiliser ces outils pour protéger. Nous avons tous des choix. Tous les jours. Quand Jasmine eut fini, il n'y eut pas d'applaudissements immédiats. Il y eut des larmes. Des accolades. Des excuses chuchotées. Des promesses silencieuses de faire mieux. Les mois se transformèrent en années. Jasmine obtint son diplôme avec mention, prononça un discours lors de la cérémonie de remise des diplômes sur l'appartenance et la dignité. Elle reçut des bourses complètes de 5 universités. Elle choisit le droit, inspirée par la façon dont son père avait utilisé le savoir comme arme de justice. Émilie se dirigea vers le journalisme, déterminée à donner une voix aux silencieux. Madame Patel devint mentor pour les jeunes enseignants, leur enseignant que la neutralité face à l'oppression n'est que de l'oppression déguisée. Bruno disparut du radar public, portant les cicatrices invisibles de choix qu'il ne pouvait pas défaire. L'histoire de Jasmine Morgan devint une légende locale. Non pas parce qu'elle était une héroïne parfaite, mais parce qu'elle était humaine. Parce qu'elle avait souffert, résisté et transformé le poison en remède. Parce qu'elle avait prouvé que la dignité silencieuse peut être plus forte que n'importe quel cri de haine. Et lorsque d'autres étudiants affrontaient leur propre bataille, ils regardaient le portrait de Jasmine dans la galerie des anciens présidents du conseil des élèves et se rappelaient. La justice prend du temps, mais elle arrive. Surtout lorsque des personnes courageuses décident qu'il est temps. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits de résistance, de transformation et de justice qui doivent être